Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Mission accomplie pour la NASA. À 130 millions de kilomètres de la Terre, elle est parvenue à percuter avec une sonde la comète Tempel 1 pour en percer les secrets. Les données recueillies vont maintenant permettre de mieux comprendre la formation du système solaire. Après la chaleur, les trombes d'eau, de très violents orages ont frappé la moitié nord de la France. Les inondations ont provoqué de grosses difficultés de circulation autour de Lille et de Paris. L'Europe de l'Est est aussi touchée, 12 morts en Roumanie et en Bulgarie. Crise de joie ou crise de larmes, les premiers résultats du bac ont été affichés aujourd'hui. La plus jeune diplômée s'appelle Eleni, elle a 13 ans, elle a décroché son bac scientifique avec 11 sur 20 de moyenne. Le procès de David Otia, le meurtrier présumé de la famille Flactif dans le chalet du Grand Bornand, comparaît cette fois pour des dizaines de vols commis avant et après le crime, une audience qui met en évidence la personnalité du prévenu. L'aide publique des pays riches peut-elle sortir l'Afrique de la pauvreté? C'est le débat ouvert à l'avant-veille du G8 en Écosse. La Grande-Bretagne et les États-Unis sont décidés à faire un geste, mais ils réclament des garanties de bonne gestion de la part des dirigeants africains. Enfin, la guerre des nerfs entre Londres et Paris, les deux favoris à 2 jours de la décision du comité sur l'organisation des Jeux Olympiques en 2012. Les petites piques se multiplient. À Singapour, Tony Blair fait le forcing. Il rencontre en tête-à-tête une vingtaine de membres du CIO. Jacques Chirac sera sur place demain matin. Le 4 juillet, le jour de la fête nationale américaine, eh bien, il marquera aussi désormais une nouvelle date dans la conquête spatiale. La NASA a en effet réussi son pari. Elle a projeté une charge contre une comète. Tout s'est passé exactement comme prévu. Agnès Monteux. La cible est en vue. À 37 000 km/h, le missile cosmique fonce sur la comète Tempel 1. La première mission kamikaze interstellaire est photographiée jusqu'au dernier instant, jusqu'au crash, violent comme en témoigne ce cliché pris par la sonde Deep Impact, restée à distance. Sur Terre, c'est une autre explosion de joie celle-là. La NASA a réussi l'incroyable défi de faire un trou dans une comète. C'était sûrement un gros choc. Nous avons probablement un grand cratère que nous verrons sur des images que nous n'avons pas encore reçues. Tempel 1, comme toutes les comètes, c'est une énorme pomme de terre sale. Un amas de glace et de poussière primitif qui remonte aux origines de notre système solaire. L'idée, en la percutant, c'est de faire ressortir les couches intérieures, d'étudier les poussières qui témoignent du passé de notre système solaire. Voilà pourquoi les télescopes du monde entier, dans l'espace ou sur la Terre, sont braqués sur cette petite comète. Véritable archive de notre système solaire avant la formation des planètes, son étude devrait permettre aux spécialistes de remonter le temps, de mieux comprendre ce qui s'est passé il y a 4,5 milliards d'années. Et puis il y a aussi l'exploit technique à l'échelle d'une planète. La comète Tempel 1 est minuscule, c'est un gros caillou glacé de 14 km sur 6. Alors comment la cible a-t-elle été atteinte si loin de la Terre? Nicolas Châteauneuf, Laurent Desbois. L'histoire de Deep Impact commence le 12 janvier dernier. Lancée depuis la Floride, la sonde va alors entamer une gigantesque courbe dans l'espace de 430 millions de kilomètres, plus de 1000 fois la distance Terre-Lune. Son objectif, une comète Tempel 1, une boule de neige sale de 14 km de long sur 6 de large. Heureusement, celle-ci suit tous les 5 ans la même trajectoire. Il est donc facile pour les scientifiques de calculer l'endroit exact du rendez-vous. Les difficultés ont vraiment commencé hier lorsque la sonde a largué un petit robot impacteur à 900 000 km de la comète. Un peu comme si sur Terre, on voulait atteindre une cible d'1 mètre de diamètre, de Paris à Rouen. Il faut impérativement que cet impacteur soit intelligent et un système de navigation autonome, une caméra, un logiciel qui va repérer la cible sur l'image et puis des propulseurs pour dévier la trajectoire automatiquement sans aucune intervention de la Terre. Résultat, une comète percutée exactement là où on l'attendait. Mais Deep Impact n'est qu'un avant-goût d'une autre mission encore plus ambitieuse, menée cette fois par les Européens. Son nom est Rosetta, elle a été lancée l'année dernière. Son objectif n'est plus de s'écraser sur une comète, mais de se mettre en orbite autour et d'y poser un petit robot d'analyse. Le seul problème, c'est qu'il faudra attendre 2014 pour profiter du spectacle. Et en attendant, prochain rendez-vous pour la NASA, ce sera le 13 juillet avec la relance des vols de la navette spatiale.
En France, on est passé en quelques jours des grandes chaleurs aux trombes d'eau, de l'eau qui est montée jusqu'à 1,50 m à Hasbrook, des autoroutes transformées en rivières. Lille a été la grande ville la plus touchée. Les orages ont surpris presque tout le monde. Frédéric Vion, Patrick Würstorn. C'est sans doute la première fois qu'on se déplace en bateau à cet endroit, car nous ne sommes pas sur un lac, mais bien sur une autoroute. Il s'agit plus précisément de la voie rapide Lille-Roubaix, où il a suffi de quelques dizaines de minutes ce matin pour que l'eau atteigne plus d'1,50 m par endroit. Un orage dont la violence a surpris en pleine heure de pointe les automobilistes coincés dans les embouteillages. Certains ont pu redémarrer, d'autres non. En l'espace de même pas une minute, quoi, l'eau a commencé à monter et bon bah l'eau arrivant au niveau de du volant, bah on a dû. Elle s'est engouffrée littéralement. L'eau s'est engouffrée, on a dû quitter nos véhicules, quoi. Et vous, votre voiture alors c'est la blanche là? Voilà, c'est celle qu'on voit là, la blanche, la Ford Escort. Depuis minuit et jusqu'à 11 h ce matin, les orages ont balayé la région d'ouest en est, transformant les égouts, les toilettes ou les douches en geysers d'eau boueuse. Une eau qui, dans certaines maisons, est montée à près d'1 mètre au rez-de-chaussée, faisant sauter les disjoncteurs et dévastant tout. Les pompiers, bien sûr, ont été très sollicités dans cette région peu habituée à des crues aussi subites. C'est la première fois que ça vous arrive? Oui. En 27 ans, de cette ampleur-là, oui. Vous l'aviez déjà eu quand même de moindre ampleur? Il y a eu des inondations, mais ça se limitait au jardin. Tout au long de la journée, la pluie et les fermetures de routes ont entraîné de nombreux bouchons, notamment autour de Lille, avant que l'eau ne commence à baisser dans l'après-midi. Ce soir, le trafic est presque partout revenu à la normale, sous un ciel redevenu bleu. Et on l'a entendu, c'est l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais qui a été frappé par les orages, ainsi que la Belgique voisine. Il a fallu évacuer des campings, mettre des centaines de personnes en sécurité. Florence Bouquilla. Ce matin, la pluie tombait encore dans le Pas-de-Calais. 4 campings ont été évacués, 200 touristes mis à l'abri dans des gymnases. Les pompiers du département ont dû intervenir à plus de 300 reprises dans les habitations et les caves. Non loin de là, en Belgique, c'est le même orage aussi violent qui a surpris tout le monde. Des pluies torrentielles, des dizaines de routes, de maisons, d'entrepôts noyés. Il y a à peu près 1,50 m d'eau. C'est terrible. Dans cette région, à l'ouest des Flandres, la surprise l'emporte sur l'inquiétude. Dans toute ma vie, explique cette femme, je n'ai jamais vu ça. Et pourtant, ça fait plus de 60 ans que je vis ici. La nuit d'hier a été dure aussi pour les pompiers belges. Appelés un peu partout à l'aide, souvent bloqués sur des routes totalement inondées. Toute la nuit, de nombreux habitants ont été contraints à la patience. Une partie de l'Europe, à l'Est notamment, a été plus durement frappée encore. Ici en Bulgarie, 4 personnes ont été tuées par la foudre dans le sud et l'Est du pays, notamment un homme qui réparait son toit. Un autre est mort noyé. On signale par ailleurs que le débordement d'un barrage a provoqué la disparition de plusieurs troupeaux. Et puis en Roumanie voisine, le bilan est encore plus lourd. On compte 7 victimes. C'est le début des vacances pour la plupart. Pour les autres, il faudra encore réviser en vue de l'oral de rattrapage. Les résultats du bac ont été affichés aujourd'hui dans la plupart des académies. François-Julien Piednoir à Paris avec Francis Mazoyer à Marseille. Non, c'est sûr, c'est marqué, je l'ai regardé 10 fois. Oh putain, merci Léo, merci. Ils ont tous un drôle de comportement depuis ce matin. On l'a eu quoi. Pas de panique, c'est l'effet bac. On saute dans tous les sens. À Bordeaux ou à Paris, on ne sait plus si l'on pleure d'échec ou de victoire. Ben alors, ça fait du bien parce que c'était juste, donc je pensais être au rattrapage, en fait c'est bon. Les larmes de papa, elles, sont de joie. Un gros travail oui c'est vrai pour les parents, mais c'est surtout elle qui a bien bossé. Dans ce lycée parisien, 90% de réussite, on a d'autant plus de fierté à avoir son bac quand on a été un cancre toute l'année. Moi aussi j'ai une mention. Moi j'étais avant-dernière de la classe, on m'a toujours dit que je l'aurais jamais. J'ai eu sur les rattrapages, je suis ravie. Elle a son bac et on avait très peur, donc voilà, on est très très contente. Et moi je l'ai ou pas? Le bac, c'est l'aboutissement d'1 an de travail, que dis-je, de toute une scolarité. Une fois son bac en poche, on cherche les copains sur la liste. Maintenant faut appeler Adrien. Hortense. Ah, et les autres? Il faut s'assurer qu'ils font aussi partie de la fête. Malheureusement, leur copine Hortense ne sortira pas ce soir. Elle a l'oral? Elle est au rattrapage, comme 10% des élèves de ce lycée. Les épreuves commencent dès demain. Les professeurs prodiguent leurs derniers conseils.
vous avez une appréciation, c'est assez favorable pour le bac. Oui. Bon, donc au niveau du jury, il y a de bonnes chances. Il faut y aller un peu décontracté. La meilleure méthode, c'est de repérer au contraire là où ils ont eu des points très faibles, au contraire, et dans les disciplines qui sont affectées d'un gros coefficient. C'est la fête. Là, c'est la super fête, là. On a tout ce qu'on veut, c'est super. Ils sont seulement 4 recalés à ne pas faire la fête ce soir. Les autres peuvent partir en vacances. Et sachez que la plus jeune des candidates a décroché son bac. Elle s'appelle Elénie, elle a 13 ans, elle a obtenu 11 sur 20 de moyenne générale et elle se dit déçue car elle espérait une mention. Et puis à noter qu'à Rouen, les résultats ont été livrés avec 2 jours d'avance sur Internet car un pirate informatique a réussi à pénétrer dans le site de l'Éducation nationale. Il a déjoué les codes d'accès. Ceux qui passeront l'oral de rattrapage auront donc bénéficié de 48 heures de plus pour réviser. Cette journée est éprouvante pour les nerfs, pour les lycéens comme pour leurs parents et pourtant il est toujours bon de le rappeler, même s'il est très utile, on peut toujours s'en sortir sans le bac. Les exemples plus ou moins célèbres ne manquent pas. Fanny Auvergne, Alain Dubas. Recalé au bac. Certains élèves ce matin ont appris une mauvaise nouvelle. Quoi qu'il arrive, je vais tout faire pour l'avoir l'année prochaine. Mais pourquoi ne pas continuer dans des études? Il y a d'autres voies. C'est quand même bien d'avoir un minimum un bac quand même. C'est une ouverture. Pourtant, certains ont réussi dans la vie active sans le fameux diplôme, comme Jean Bousquet. En 1962, avec un CAP en poche et sans le bac, il fonde la maison de couture Cacharel. Aujourd'hui, ses vêtements sont vendus dans le monde entier, mais quelles sont les clés d'une telle réussite? Il faut de la volonté, il faut de la confiance, beaucoup d'audace. Mais il y a beaucoup de niches, il y a beaucoup de possibilités pour réussir. Il n'y a qu'à regarder le Nasdaq aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont cotés et qui n'ont pas forcément le bac. Quels que soient les secteurs d'activité, de nombreux autodidactes rencontrent le succès. En politique par exemple, Jean-Louis Debré, Christian Estrosi ou encore René Monoury n'ont jamais obtenu leur baccalauréat. Même réussite dans le monde des affaires pour François Pinault, Jean-Claude Decaux ou Alain-Dominique Perrin. Mais l'Éducation nationale offre une nouvelle chance aux candidats malheureux. 2 formations possibles, la capacité en droit ou le diplôme d'accès aux études universitaires permettent de s'inscrire à la fac, malgré tout. Et puis un mot du concours général, QV 2005, qui récompense, vous le savez, comme chaque année, les meilleurs des lycéens de première et de terminale. 146 prix ont été décernés, cela va du latin aux travaux publics, en passant par l'histoire géo ou l'italien. Pas de surprise pour le palmarès des lycées les plus récompensés. Louis le Grand à Paris devance Henri IV, toujours à Paris. Justice avec le procès de David Otia, le meurtrier présumé de la famille Flactif dans le chalet du Grand Bornand. Il ne s'agit pas cette fois de juger les crimes, mais les vols à répétition dont est soupçonné le prévenu, des vols commis avant et après le meurtre. Stéphanie Labrousse, Thierry Monnier sur place. C'est une affaire qui s'articule autour des 4 protagonistes du dossier Flactif. David Otia, meurtrier présumé, son complice présumé Stéphane Aremza et leur compagne. À leur côté, 7 autres prévenus, de la famille et des amis. Tout un petit monde accusé de vol et recel en Haute-Savoie entre 2002 et 2003. Voitures, mobilier, électroménager. Des vols ont même été commis au chalet des Flactifs après le quintuple meurtre. Ils se sont bien servis, ils sont rentrés impunément après le crime et se sont servis puisque Otia a bien dit à Aremza, tu peux prendre ce que tu veux. Ça veut dire ce que ça veut dire. L'ombre du volet criminel plane sur ce procès de correctionnel. David Otia reconnaît être allé à 2 reprises au chalet des Flactifs après le drame. La première fois parce qu'on m'a demandé de faire disparaître des documents, explique-t-il. Qui? 2 inconnus. Les 2 hommes dont il n'a eu de cesse de parler depuis qu'il s'est décidé à dire les choses dans le cadre de l'instruction criminelle. Les 2 inconnus. Et là, j'ai bien l'impression que vous empiétez un tout petit peu sur l'affaire criminelle. Et pas question pour la défense d'aborder aujourd'hui le volet criminel. Face aux avocats des parties civiles, David Otia s'est agacé. On a les procès-verbaux du dossier criminel qui sont là, donc on lui demande des explications pour ça. Ça lui déplaît, je veux bien, qu'il dise carrément je ne veux pas répondre parce que j'ai pas envie de répondre. Mais là, nous se faire une leçon de droit en nous expliquant plein de choses, j'avoue, c'est ridicule. Le jugement de ce procès pour vol et recel devrait être connu demain soir. Justice encore. Pendant des années, la gérante d'une agence immobilière avait écarté les étrangers ou les personnes d'origine étrangère des offres de logement. Le procès pour discrimination avait lieu cet après-midi à Toulouse. La gérante se défend en indiquant qu'elle agissait à la demande des propriétaires. Yvan Martinet, David Bress. Pendant près d'1 an, cette jeune femme a refusé aux étrangers des offres de location. Les consignes de sa patronne étaient claires, ni noirs, ni maghrébins. Sur notre fiche descriptive
de la location, il y avait marqué PE qui voulait dire pas d'étrangers. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faisiez? Et on devait trouver n'importe quelles excuses par rapport à ce qu'on savait du client qui était en face de nous pour pas leur donner. Place du Capitole, cette société avait pourtant pignon sur rue. PE, pas d'étrangers, cette mention aurait figuré sur des centaines d'annonces. Ici, à Toulouse, il y a eu beaucoup de procès contre des agences immobilières. Elles savaient ce qu'elles risquaient, elles savaient ce qu'elles commettaient comme délit. Cette agence immobilière doit être lourdement sanctionnée. La responsable de l'agence, elle, reconnaît les faits. Moi, comme j'ai 15 000 propriétaires, ça m'est difficile de retenir quel propriétaire va bien accueillir un client à moi qui est d'origine étrangère ou mal l'accueillir. Donc j'annotais effectivement, je mettais cette petite mention uniquement dans l'intérêt d'aider mes clients d'origine étrangère. Poursuivie pour discrimination, elle encourt une peine de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Les propriétaires, eux, ne seront pas inquiétés. Si dans la salle d'audience ce soir, il n'y a qu'un plaignant et qu'un accusé, alors qu'il pourrait être des centaines, c'est parce que la police a renoncé à rechercher l'ensemble des protagonistes, jugeant démesurée l'ampleur d'une telle tâche. La réforme de la filiation, 2 siècles après la création du Code civil, une ordonnance présentée en Conseil des ministres aujourd'hui supprime la distinction entre enfants naturels et enfants légitimes. Il s'agit de mettre en accord les mœurs et les textes, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, près de la moitié des enfants naissent hors mariage. Dominique Chimbakala, Bernie Mériot. Bientôt, tous les enfants naîtront libres et égaux en droit. Enfants légitimes, enfants naturels, il n'y aura plus aucune distinction. C'est l'aboutissement d'un parcours long de plusieurs siècles. Et l'histoire de France a eu bien des bâtards célèbres. De Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, aux nombreux enfants de Louis XIV avec Madame de Montespan, enfants adultérins qui n'avaient donc pas le droit à l'héritage. Jusqu'en 1972 est considéré comme légitime tout enfant né d'un couple marié et enfant naturel, celui né hors mariage. Et depuis 30 ans, les lois se sont succédées pour donner à tous les mêmes droits. Le droit d'être élevé par ses parents, le droit d'avoir également l'autorité que son père puisse partager les responsabilités avec la mère, même s'ils n'ont pas été mariés, c'est-à-dire que l'autorité parentale appartient aux 2 parents. Et dernièrement, en 2001, la loi sur les successions qui a donné une égalité aux enfants. Aujourd'hui en France, un enfant sur 2 naît hors mariage, une tendance qui se généralise en Europe. La suppression du distinguo légitime naturel entérine donc un fait de société et simplifiera la vie de tous les enfants et de leurs parents. La réunion à Évian aujourd'hui des ministres de l'Intérieur français, italiens, espagnols, allemands et britanniques, ce qu'on appelle le G5, c'est-à-dire les pays fondateurs de l'espace Schengen sur la sécurité. Principal sujet abordé aujourd'hui, l'immigration clandestine. Des mesures de coordination doivent être adoptées, par exemple retenir les empreintes des mêmes doigts sur les fichiers pour faciliter les comparaisons. Ça paraît évident et pourtant, les gouvernements, en tout cas on le sait, font face au même type de difficultés. En France, l'une de nos équipes est retournée à Calais. Il y a 3 ans, des centaines, des milliers de clandestins affluaient dans la région pour passer en Grande-Bretagne où leurs conditions de vie étaient plus favorables. C'était l'époque du fameux centre de Sangatte. Aujourd'hui, ce centre n'existe plus. Le problème est en partie réglé, en partie seulement. Enquête Loïc Delamornay, Nicolas Auer. Rien ne les a empêchés de revenir. En pleine ville, 150 clandestins se pressent à la distribution de nourriture du midi, organisée quotidiennement, et tant bien que mal, par les associations d'entraide. Au milieu de la distribution, nous croisons un confrère. Stanley était photojournaliste au Nigeria. Il est en France sans papier depuis 3 ans. J'ai fait des photos d'une milice inféodée au pouvoir. Ça m'a causé beaucoup de problèmes et j'ai dû fuir. C'est une histoire longue à raconter. Et aujourd'hui encore, ça me fait pleurer. Il y a encore quelques semaines, à 50 mètres de là, ce hangar et cette cour étaient un véritable camp de réfugiés dissimulé en pleine ville. Venus d'Iran, d'Irak, d'Afghanistan ou de Somalie, plus de 200 personnes s'y entassaient. La police a démantelé les lieux au grand désespoir des associations. Ils quittent ces pays-là parce que ils sont dans de très grandes difficultés. Donc c'est pas de fermer un centre, c'est pas de faire une traque effrénée aux sans-papiers qui va empêcher des gens de quitter leur pays en difficulté à plusieurs milliers de kilomètres. Depuis la fermeture de Sangatte, il y a moins de clandestins à Calais, mais le problème n'a pas disparu. Il s'est plutôt dispersé, à l'image des communautés dans la ville. Ici, sous ce pont, c'est le coin des Afghans. Là, dans ce hangar désaffecté, celui des Kurdes.
Parfois, entre communautés de clandestins, les tensions éclatent. Ce soir, à la distribution de 19 h, une bagarre a opposé un passeur kurde à un Afghan. Les deux communautés viennent de s'affronter à coups de bâton. La distribution reprend sous l'œil distant des autorités. La police là-bas. Situation ubuesque où la police sait où trouver des clandestins mais ne les arrête pas. Ils sont souvent inexpulsables vers leur pays d'origine, mais on ne peut les laisser partir vers l'Angleterre. Ce soir, Osman et ses amis iraniens campent à quelques centaines de mètres de ces ferries qui les font rêver. L'accès au bateau est devenu beaucoup plus difficile. Autrefois, 200 clandestins traversaient la Manche chaque nuit, contre seulement 6 ou 7 aujourd'hui. Souvent, la police les attrape, mais à chaque fois, ils reviennent. Ils nous emmènent pour nous relâcher à 200 ou 120 km d'ici. On revient à pied. Pourquoi ils font ça? Cette nuit encore, de nombreuses ombres essaieront de se faufiler. Osman, lui, ne réussira pas ce soir. Alors il chante face à son Eldorado anglais. À Monaco, la décision très attendue du prince Albert. Il devrait annoncer en milieu de semaine la reconnaissance d'un enfant naturel, un garçon de 22 mois, né d'une liaison avec une hôtesse de l'air. Cette dernière avait rompu le secret il y a 2 mois. L'enfant serait alors l'héritier d'une partie de la fortune, mais cette reconnaissance ne changerait rien à l'ordre de succession. Anouk Burel, Raymond Chaplard. C'est un communiqué qui pourrait bouleverser la tranquillité du Rocher. Après 3 mois de deuil, la principauté de Monaco s'apprête à entendre que le prince Albert a bien un fils de 2 ans. Alexandre. Son visage a été révélé par Paris Match le 4 mai dernier. Sa mère, une ancienne hôtesse de l'air, voulait que le prince assume ses responsabilités. C'est tout à fait honorable de sa part et franc. On a chacun aussi nos vies privées et c'est son histoire à lui, c'est sa réalité. Sa réalité. Jusqu'ici, elle avait été plutôt discrète. Mais une semaine avant son intronisation officielle, Albert II aurait décidé d'imposer son autorité. C'est une décision extrêmement courageuse qui ne doit pas faire plaisir à tout le monde, il ne faut pas se leurrer. Quand il est arrivé, c'est vrai que les conseillers extrêmement conservateurs de son père qui sont encore en place ne voient sûrement pas tout ça d'un très bon œil. Pour lui, c'est une manière de s'affirmer, de dire voilà, aujourd'hui, mais c'est moi qui suis aux commandes. La reconnaissance officielle ne permettra pas pour autant à Alexandre de devenir prince héritier. En 2002, Régnier a fait modifier la constitution monégasque. Un enfant conçu hors mariage ne pourra jamais accéder au trône. Le petit, quelles que soient les circonstances, ne peut pas briguer le poste, le trône des Grimaldi. Et ça, Régnier l'avait sûrement anticipé de quelque manière que ce soit, si ce n'est pour cet enfant-là, pour tous les enfants possibles adoptés ou adoptifs d'Albert qui est toujours célibataire. Si le prince Albert reconnaît sa paternité, le petit Alexandre sera en tout cas l'un des héritiers de la fortune princière, estimée à 2 milliards d'euros. Les préparatifs du sommet des 8 pays les plus industrialisés en Écosse, le G8 qui débutera après-demain, journée marquée aujourd'hui encore par des manifestations pacifistes. La base de Faslane, port d'attache des sous-marins nucléaires britanniques, a été bloquée, tandis que vous le voyez, des bagarres avaient lieu à Édimbourg. Mais le principal sujet de discussion portera, on l'a déjà dit dès la semaine dernière, sur la pauvreté en Afrique. Depuis 30 ans, la Chine, l'Inde, la plupart des pays d'Asie et d'Amérique latine ont pris leur envol. Le continent africain, lui, reste à l'écart. Question qui sera au cœur du sommet, la solution peut-elle venir de l'aide publique au développement? Il y a quelques années encore, c'était une évidence. Aujourd'hui, on considère que ça n'est plus une formule magique, ou en tout cas que l'utilisation de cette aide doit être conditionnée ou même contrôlée. Richard Binet, Gilles Jacquier. 1 250 milliards de dollars, l'équivalent du budget de la France, le total de l'aide publique versée au continent noir depuis son indépendance en 1960. Et pourtant, 45 ans plus tard, un Africain sur 2 vit encore avec moins d'1 euro par jour et 15 000 enfants meurent au quotidien, victimes de la pauvreté. L'annulation de la dette. Octroyés au départ pour favoriser le décollage économique des pays pauvres, les prêts accordés sont devenus une entrave à leur développement. Le poids de la dette est tel qu'en Éthiopie, au Niger ou en Zambie, le remboursement des seuls intérêts dépasse les budgets de la santé et de l'éducation réunis. De pénalités en réaménagement, les États africains ont remboursé plusieurs fois le capital. Pour 1 euro emprunté en 1980, ils devraient en rembourser aujourd'hui 5, sans être pour autant libérés de la dette. Une aide sous condition. Après les indépendances, les élites africaines ont voulu copier le modèle occidental.
Fêtes somptuaires, constructions pharaoniques, comme cette reproduction de la basilique Saint-Pierre en Côte d'Ivoire, sans que la communauté internationale ne s'inquiète de la destination de l'aide apportée. Des millions de dollars se sont envolés vers l'étranger. La corruption a gangréné l'économie. Je ne pense pas que l'argent facile fasse le bonheur de l'Afrique, parce que d'une part l'aide, mais d'autre part aussi les rentes tirées du pétrole ou par exemple les richesses minières n'ont rien donné dans des pays qui ont eu cet argent facile. Par exemple le Nigeria a eu depuis l'indépendance 300 milliards de dollars. Il n'y a pas d'équivalent dans le pays en termes d'usines ou d'équipements sociaux pour cet argent. Réintégrer l'Afrique dans l'économie mondiale. Aucune mesure ne sera efficace sans une redéfinition des rapports entre le Nord et le Sud. À quoi sert, sous couvert de compassion, d'aider ces paysans maliens si dans le même temps les pays riches subventionnent à grands frais leur propre agriculture? Le président Bush s'est fait le héros de ce nouveau concept. Si les marchés occidentaux sont ouverts aux pays africains, a-t-il dit ce matin, cela leur réussira et il n'y aura plus besoin de leur verser d'aide. Une position qu'il défendra vraisemblablement lors du sommet du G8 mercredi en Écosse. Illustration en tout cas de ce débat sur l'aide. Au sommet de l'Union africaine en Libye, plusieurs représentants des pays d'Afrique se sont opposés à l'aide étrangère, considérée comme de la mendicité, c'est le terme qui a été employé. Nous ne voulons pas être infantilisés par cette campagne, a par exemple expliqué un analyste nigérian. Les Jeux Olympiques 2012, c'est dans moins de 48 heures qu'on connaîtra la décision du comité, jour J-2. Et la guerre des nerfs entre Londres et Paris a commencé à Singapour. Les petites piques se multiplient. Tony Blair fait le forcing. Il a choisi de rencontrer en tête à tête une vingtaine de membres du CIO. Manuel Tissier, Vincent Bouffartic sur place à Singapour. Est-ce que vous voulez bien reculer? Merci. La pression monte et le candidat parisien tente de résister. Autour du maire et du ministre, Paris 2012 mène la bataille de Singapour. L'ennemi n'est jamais nommé, mais il est dans toutes les têtes. Londres et sa tactique de harcèlement du CIO provoquent une colère contenue et un coup de griffe. Nous respectons les règles, c'est-à-dire nous n'avons pas demandé des rendez-vous aux membres du CIO puisque ce n'est pas permis. Mais nous pouvons les rencontrer, puis certains ont envie de nous voir, mais tout ça dans un climat qui n'est pas un climat commercial. Commercial comme la démarche de Tony Blair qui va recevoir un par un tous les membres votants. Un porte-à-porte offensif, à l'image du numéro 1 de Londres 2012. Sébastien Coe ne manque jamais l'occasion de pointer la nature très politique des leaders parisiens. Chez nous, les politiciens sont à leur place, dit le double champion olympique du 1500 mètres. Londres serait-elle agressive et arrogante? Venant d'un journaliste français, la question amuse Sébastien Coe. C'est le monde à l'envers, lance-t-il sous les rires anglais. Les autres candidats restent de marbre devant les chamailleries franco-anglaises. New York, par exemple, n'a pas dit son dernier mot. Et le scénario d'une finale Paris-Londres fait doucement rire les spécialistes. Quiconque affirme que la course se résume à un duel Paris-Londres a fumé quelque chose de bizarre, je ne sais pas quoi. Quiconque peut dire ce qui se passera dans 2 jours a fumé quelque chose d'encore plus fort. Dans le salon du Raffles Plaza, tout est prêt pour l'épilogue de cette campagne qui aura duré plus de 2 ans. Après les dernières répétitions d'aujourd'hui, la salle est interdite aux caméras jusqu'à mercredi matin. Dans 48 heures, un vainqueur franchira ses portes. Un seul vainqueur. Car à ce jeu-là, il n'y a pas de podium, une médaille d'or et 4 perdants. Et vous l'entendrez bien sûr en direct sur France 2. Et puis aux côtés du Premier ministre britannique, les stars anglaises ont également fait le déplacement. C'est le cas du couple le plus célèbre du pays, après Charles et Camilla. Il s'agit de David Beckham et de Victoria. Le footballeur est venu en famille supporter la candidature de Londres. Des stars aussi, mais dans le camp français cette fois. Tony Parker, Marie-Jo Pérec ou Laura Flessel ont pris l'avion ensemble tout à l'heure. Romain Messi, Philippe Jasselin. Un palmarès français à faire rêver pour séduire. Une délégation de sportifs prestigieux réunis autour d'une même ambition, voir les Jeux à Paris. Quand on a eu le bonheur de vivre les Jeux, de partager des moments d'émotion extrêmement intenses avec tous ceux qu'on aime, eh bien ça, un jour, on a envie que ça arrive chez soi. L'enjeu est de taille, l'issue du vote du CIO incertaine et la tension s'exprime avec des mots très sportifs. Je me sens un peu privilégié et surtout très nerveux un petit peu. J'ai l'impression que je vais disputer une grande finale de rugby. Lorsqu'on a démarré une course, tant qu'elle n'est pas terminée, cette course on ne l'a pas gagnée. Il faut franchir la ligne d'arrivée. Un sportif de haut niveau qui prépare une compétition, en général est confiant mais ne surestime pas et ne sous-estime pas ses adversaires. Leur mission à tous, prêcher la bonne parole, aider Paris grâce à leur notoriété et leur expérience olympique, sans s'occuper des adversaires. On ne va pas
regarder ce qu'il y a sur les autres projets ou critiquer les autres projets. Nous, on est confiants en notre projet et voilà, on est serein et on attend. Et mercredi, Parker et les siens espèrent bien convaincre le monde de l'olympisme. On parle beaucoup de Paris et de Londres, mais les autres villes candidates y croient aussi. C'est le cas de Madrid, où le soutien populaire est encore plus fort qu'en France. Sur place, Jacques Cardoz, André Germain. Plus de 100 000 bénévoles déjà inscrits, annonce-t-on fièrement, en plein cœur de Madrid, Puerta del Sol. Ce déroulant électronique espère traduire ainsi le soutien populaire autour de la candidature espagnole. Notre dossier est super et comme tout le monde, on espère gagner, explique cette jeune femme chargée d'enrôler les futurs bénévoles. On a déjà organisé les Jeux à Barcelone et tout était parfait. Il n'y a pas eu de problème de sécurité et de contrôle des personnes. Car voilà bien le gros point noir du dossier madrilène, le terrorisme d'ETA. L'organisation séparatiste basque a déjà entaché la candidature en faisant sauter une voiture piégée à l'intérieur du site le plus symbolique, le stade olympique. A l'inverse, Madrid a déjà réalisé 83% des infrastructures prévues. Son dossier est sans surprise et surtout soutenu par l'ancien président du CIO, Juan Antonio Samaranch. La ville a, comme Paris, multiplié les initiatives populaires. Pourtant, à 2 jours de la décision finale, certains Madrilènes ont du mal à y croire. Beaucoup d'Espagnols pensent que c'est Paris qui va gagner. Parce que Madrid, c'est un village qui est devenu une ville, alors que Paris, c'est déjà une grande ville. Mercredi, c'est d'ici, de la Plaza Mayor au lieu touristique, que les Espagnols suivront le vote final. Longtemps considérée comme la grande rivale de Paris, Madrid a semblé marquer le pas ces derniers temps. Mais la capitale espagnole veut y croire jusqu'au bout, elle qui n'a jamais organisé les Jeux, forte de son argument financier, puisque son projet est le moins onéreux des 5 villes candidates. Les vacances avec ce soir, une curiosité réconfortante sur la capacité de la nature à se régénérer. Il y a un peu plus de 25 ans, l'Amoco Cadiz répandait des centaines de milliers de tonnes de pétrole sur les côtes bretonnes. On était venu de toute la France pour nettoyer. Eh bien aujourd'hui, la marée noire est bien finie et l'épave est devenue un lieu de plongée très riche et très couru au large du Finistère. Romuald Bonan, Gabriel Camille. Coûte que coûte, ces passionnés de plongée doivent arriver à temps. Pour une rencontre de quelques dizaines de minutes seulement, entre deux marées, un rendez-vous avec un colosse qui depuis 27 ans se cache à plus de 3 km des côtes bretonnes. Nous sommes mouillés sur la poupe, sur l'arrière de l'Amoco Cadiz. Le haut de la poupe se trouve à moins 6-7 mètres et l'arrière est à moins 28. Dans une obscurité quasi totale, tout à coup, l'épave de l'Amoco Cadiz se dessine. Gisant à 45 degrés sur un lit de sable. Du superpétrolier de 300 mètres de long, c'est surtout la partie arrière avec son gouvernail qui a le mieux résisté à la pression sous-marine. Un monstre dont l'âme se fait parfois entendre. Donne une ambiance de froid, ça fait quand même un grand cercueil quoi. Ouais, c'est grand, une grande cuve, un grand cercueil. Pour les plongeurs, l'épave est devenue un lieu de pèlerinage. Car dans les cuves éventrées, la faune et la flore ont trouvé refuge. Des cuves, jadis, pleines de pétrole. C'est impressionnant ça, comme la nature a repris le dessus, a repoussé même partout. s'il reste des dommages, quoi, mais bon, c'est un peu optimiste quoi, de voir que ça repart. Quoi. Car au même endroit, ce 17 mars 78, la mer vit le pire des cauchemars. En se brisant, l'Amoco Cadiz libère 200 000 tonnes de fioul lourd, souillant des dizaines de kilomètres de côte avant de sombrer à jamais. Beaucoup de plongeurs aiment plonger sur les épaves, donc ça c'est un des hobbies favoris des plongeurs. Et plonger sur une épave qui faisait 330 mètres de long, 50 mètres de large, c'est quand même un truc à faire au moins une fois. L'Amoco Cadiz, dont la partie avant avec son bulbe est introuvable, un reste d'épave mythique que les plongeurs rêvent de découvrir. Dans un autre genre maintenant, l'arrivée des camping-cars géants. Cela se passe évidemment aux États-Unis. Ce sont de véritables camions avec une surface habitable de plus de 20 mètres carrés, des maisons roulantes pour sillonner le pays. Il faut quand même avoir les moyens, plus de 200 000 € pour les plus gros d'entre eux. Pascal Golomer, Tristan Lebras, sur place en Californie. Avec ses 12 mètres de long, il a des allures d'autobus. Mais il se conduit comme une voiture. C'est en tout cas ce que promet Lou Garcia. Sa femme et lui sont devenus des inconditionnels du camping-car, modèle extra large, le classe A comme on l'appelle entre spécialistes. J'aime cette vue panoramique. On domine toute la route et on voit des paysages qu'on ne pouvait voir auparavant.
Et en cas de besoin, il suffit de se lever pour aller aux toilettes à l'arrière. Malheureusement, pour voir du pays, il faut passer souvent à la pompe. L'engin consomme allègrement 40 litres d'essence aux 100 km. Mais la liberté de s'installer où bon vous semble, cela n'a pas de prix. Sur un parking au bord d'une plage de Californie ou dans l'un des innombrables parcs privés construits sur mesure pour ces géants. Des géants qui se déploient une fois garés, histoire de gagner encore quelques mètres carrés d'espace supplémentaire. Bien sûr, l'auvent est électrique et se replie automatiquement si le vent devient trop fort. Ça ne ressemble plus vraiment à de la grande aventure, mais les Garcia sont comme ça. Ils aiment leur confort. L'intérieur bois et la moquette épaisse. On se sent chez soi, même loin de chez nous. J'ai 64 ans et je n'ai vu que 3 États dans ma vie. Alors maintenant, je veux découvrir la Nouvelle-Angleterre, le Canada et le reste du pays. Du coup, les constructeurs américains se bousculent pour répondre à la demande. Don Dansford nous fait visiter le modèle haut de gamme qu'il vend 200 000 € pièce. Venez par ici, je vais vous montrer. Alors là, c'est la douche avec un puits de lumière zénitale. Vous voyez, le placard est assez grand pour loger toute la famille. L'intérieur est en cèdre avec télésatellite et air conditionné. C'est vraiment un très beau modèle. Et si l'intérieur ne vous plaît pas, aucun problème. Tout est sur mesure, le plan comme les matériaux. Nos ventes ont triplé ces dernières années parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont les moyens de s'offrir un beau jouet comme ça. Ils veulent voyager comme dans leur jeunesse, mais ils sont prêts à dépenser beaucoup. Comme Lou et Mildred, une fois la retraite arrivée, ils sont aussi des milliers chaque année à vendre le chalet à la montagne ou le studio avec vue sur mer pour investir dans l'une de ces résidences secondaires sur 4 roues. Pas de jardin peut-être, mais l'Amérique à découvrir. Sport, le Tour de France, 2e étape en ligne et 2e victoire au sprint à Tours, cette fois pour le Belge Boonen. Zabriskie conserve son maillot jaune juste devant Armstrong, Nathanaël Dorinxin, Emmanuel Beck. À le voir ainsi discuter avec le maillot jaune, on se dit que pour Lance Armstrong, le Tour de France est un jeu d'enfant. Dans la vallée de la Loire, la 3e étape va de châteaux en châteaux et prend parfois des allures de promenade touristique. Un décor de rêve pour les rois de la petite reine. Pour les 3 échappés du jour, en revanche, pas le temps d'admirer le paysage. Portal, le français, Bertoliati, le suisse, Decker, le néerlandais, luttent contre le vent, 190 km d'effort. Derrière, tranquillement, le peloton refait son retard. À 3 km de la ligne d'arrivée à Tours, Nicolas Portal et ses copains d'un jour doivent rendre les armes. Le jeune français est battu, mais il en faudrait plus pour lui saper le moral. Je suis regonflé à mort, quoi. C'est, je sais pas, le public, toute la journée devant, puis les caméras, la télé, tout ça, les copains qui m'ont appelé, ça c'est le pied, quoi. Comme hier, la victoire se joue au sprint. Ça frotte fort pour être aux premières places. On assiste même à un curieux tête-à-tête entre McEwen et O'Grady. Comme hier, Tom Boonen se montre le plus rapide, le Belge remporte sa 2e victoire en 2 jours. L'Américain David Zabriskie, lui, continue de voir la vie en jaune. Et puis l'image du week-end, comme chaque lundi, c'est le nouveau pari réussi de Steve Fossett. L'aventurier américain s'est lancé dans la traversée de l'Atlantique à bord d'un biplan pour reproduire le premier vol sans escale entre l'Amérique et l'Irlande. C'était en 1919. Steve Fossett et son copilote ont atterri hier après plus de 16 heures de voyage. Musique pour terminer avec le retour du groupe Louise Attaque. Vous vous souvenez sûrement de leur premier tube, de leur premier refrain. Ils avaient vendu près de 3,5 millions d'albums à la fin des années 90. Et bien après 4 ans de séparation, le groupe s'est reformé et il fait la tournée des festivals de l'été. Olivier Lenouza, Yann Moine. 4 ans que l'on ne l'avait pas entendu. Le violon de Louise Attaque virevolte à nouveau. Le nom du groupe vous est familier, le visage des musiciens un peu moins. Louise Attaque, 3,5 millions d'albums vendus dans la discrétion en se tenant à l'écart des médias. Séparé depuis 2001, le groupe se reforme et nous ouvre ses portes, une première. On a passé un certain temps sans être ensemble, sans jouer ensemble, donc fatalement on est revenu chacun de nous avec ce qu'on avait vécu en tant qu'être humain. Donc on l'a réinjecté
Donc on a retrouvé des choses et des réflexes qu'on a entre nous dans la manière de jouer, avec aussi ce qu'on a de neuf. Pour fêter son retour, Louise Attaque a organisé à Paris son propre festival. L'occasion pour le groupe d'interpréter quelques titres de l'album, qui sortira en septembre. Soulagé de pouvoir se plaire un petit peu. Amoureux, si c'était hier, moi je veux souligner tout et son compte. Cette chanson extraite du prochain disque n'est pas distribuée en magasin, mais peut être téléchargée via internet sur des sites payants. Sortir un single en magasin, ça peut être un peu la promo, tout ça, un peu tapageur, donc on s'est dit que par le biais d'internet c'était vachement intéressant. Et c'est aussi une façon de dire qu'on n'a pas peur du tout d'internet. Dis, est-ce que tu m'aimes encore? Dis, est-ce que tu mords? Si oui, est-ce que tu embrasses aussi? Sinon, ben pourquoi tu mords? Dis, est-ce que tu m'aimes encore? Pour les fans, la réponse est évidente. Après 4 ans d'absence, ce titre inédit prouve que le groupe possède toujours l'art de la mélodie. Ça valait la vie, oui, non ou on. Le rock français n'a qu'à bien se tenir. Louise, de retour, contre-attaque. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet, 20h55, Interville. Là aussi c'est un retour, Interville autour de Nagui et de Patrice Laffont et beaucoup d'autres. 1h moins le quart, dernier journal Laurence Piquet, de 6h30 Télématin. Dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Dominique Strauss-Kahn. On se quitte sur ces images magnifiques, le mariage du feu et de l'eau. Ce volcan sous-marin est entré en éruption dans le Pacifique au sud du Japon. La vapeur s'élève sur plus d'1 kilomètre. Le site est connu, la dernière éruption date de 1986. Elle avait duré 3 ans. À demain.